Oh, qu'est-ce que je m'enquiquine, lors des mariages, il se passe jamais rien. Voilà, Jamie, je suis à un Ah, mariage toi et aussi? le témoin vient d'embrasser la mariée. Je ne sais pas comment les gens vont réagir. Je te laisse parce que ça commence à dégénérer. Ah, mais c'est génial, un petit peu de mordant, ça y est, ça commence à devenir intéressant. L'endimanché du ciné, où Jamie Dimi est prêt pour vous parler sans spoiler d'une première réalisation à un long métrage de 2020 qui s'intitule Love Reading Repeat, réalisé par un certain monsieur qui s'appelle non pas Daniel Craig, James Bond, mais Dean Craig. Et comment situer cette œuvre? C'est tout simplement un remake d'une comédie romantique française qui s'intitule Plan de table, où nous avons au casting Franck Dubosc, Zilberstein, Audrey Lamy et j'en passe et des meilleurs, qui était donc sorti en 2012. Et donc en 2020, soi-disant peut-être que c'était une bonne idée de reprendre ce film français que j'avais trouvé sympathique, même s'il était très imparfait. Et je ne vous cache pas que déjà sur le papier, ça me pose un peu problème. C'est-à-dire, commencer une réalisation avec un remake. Je n'ai rien contre les remakes, je n'ai rien contre les reboots, mais si on veut poser sa patte d'entrée de jeu et développer son propre univers, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Bon, après en même temps, quand on commence dans la réal, on ne peut pas tout de suite faire des films spécialement que l'on désirerait faire en priorité. J'en conviens. Donc ici, comment vous dire, je vais y aller peut-être un petit peu cash, mais Dean Craig qui a fait ses armes dans les scénarios et qui est à nouveau ici là au scénar et à la réal, s'est embarqué dans une sacrée galère. Alors non pas que le film soit complètement horrible, il y a des choses à ne pas acheter, voilà, on va dire ça comme ça, tout n'est pas acheté, mais quand même, ça manque clairement d'inspiration. Et pour une première réalisation, c'est terrible de ressentir un ennui dû à des moments d'errance cinématographique où on se contente de reprendre, non pas à la lettre, mais complètement partiellement le concept de plan de table, qui stipule tout simplement, je vais vous résumer l'affaire dans plan de table, donc l'œuvre ici prise comme référence, c'était tout simplement une mariée, voilà, bon elle se mariait, on ne savait pas trop pourquoi, il n'y avait pas vraiment d'alchimie avec le mari, c'était un peu bizarre, et son ex était présent au mariage, et voulait évidemment la reconquérir. Bon, d'accord. Et s'en suivaient différentes versions alternatives pour que le mari parvienne à épouser sa belle, on va dire ça comme ça. Oui, je soupire parce que c'est vrai que scénaristiquement, déjà Plan de table souffrait de petits problèmes. Bon, ici, on a réduit le concept. C'est-à-dire que dans Plan de table, le mariage et les versions alternatives découlent sur des changements dans la vraie vie, en dehors du mariage. Ici, dans Love Reading Repeat, on reste toujours et exclusivement dans cette cérémonie de mariage. Et du coup, la volonté de créer une logique avec des versions alternatives est moindrement intelligente et intéressante. Bon, c'est un fait. Je passerai sur les acteurs. On a des personnages ici qui s'appellent par exemple Jag, pour faire référence à la participation peut-être dans Pirates des Caraïbes, la Fontaine de Jouvence pour l'un des acteurs, ce qui est hyper astucieux et très très subtil, mon œil, mais bon. Passons, nous avons tout simplement des brebis galeuses un petit peu. C'est-à-dire que les acteurs ne jouent pas mal, mais alors on le sent vraiment qu'ils ne se sentent pas concernés. Et la réalisation, bien que, bon, plate, disons qu'elle manque un petit peu de grain de folie, parce que finalement, scénaristiquement, sans que ce soit, vous l'avez compris, extraordinairement ravageur et très innovant, ça passe plutôt bien, même si ce n'est pas là le signe d'un grand renouveau, d'un style scénaristique qui soit vraiment complètement abouti, parce que on voit quand même à des kilomètres où le scénario et où le script veut nous emmener, même dans l'écriture des personnages qui sont volontairement, on a l'impression, écrits comme des patates, afin d'essayer de nous faire rire. Bon, l'humour passe assez moyennement. On a un personnage qui ressemble d'ailleurs à Rian Johnson, qui a tout d'un obsédé sexuel, mais qui n'en est pas vraiment un. Les personnages sont inutilement bizarres, si vous voulez. Ils ont tout pour être totalement ordinaires et totalement normaux.
On aurait pu s'identifier donc facilement à ce genre et à ce type de personnage un petit peu archétype et peut-être un petit peu cliché, mais là finalement on a l'impression qu'on nous complique inutilement l'existence des personnages, ce qui fait à la fois que non seulement on ne les comprend pas, mais on n'a même pas envie de s'y intéresser. C'est quand même un point assez important. Le rythme sauve à peu près le tout, c'est-à-dire que le film dure environ 1h40, soit 20 minutes de plus que Plan de table, et ce n'est pas vraiment pour nous déplaire. Il y a de micro-moments de grande prouesse en termes de réal, quand même. À un moment, il y a un personnage qui fait une chute fulgurante, qui est à la fois un mélange finalement en termes de mouvement, d'une sorte un petit peu de parodie, en tout cas voilà, les chutes dans certaines comédies, notamment dans 10 jours sans maman, ça m'a beaucoup rappelé le film avec Franck Dubosc, où finalement il n'y a pas vraiment de conséquences dramatiques sur les éventuelles chutes de personnages, que c'est plus du loufoque avant tout et grotesque, et c'est aussi un mélange dans l'idée avec un film un peu plus d'action, donc il y a vraiment 10 secondes qui sont impressionnantes, parce qu'on arrive vraiment à nous illustrer une sorte un petit peu d'assemblage entre deux genres qui sont difficilement compatibles. Après, il faut bien reconnaître que oui, ça fait très joli, ça fait son petit effet, mais quand vous revenez dans ce train-train de mariage qui ennuie les personnages beaucoup, et encore plus le spectateur, malheureusement, il y a de quoi rester sur le carreau. Mais, bref, au-delà des décors qui sont à la base, qui devraient être placés simplement, on a des complications et des vulgarisations dans l'emplacement, pas des personnages parce qu'on joue là-dessus, mais dans l'emplacement vraiment d'objets, de choses, de récipients, mais c'est un moment un petit peu farfelu. On essaye de jouer sur des effets de surprise qui fonctionnent déjà pas très bien dans Plan de table, mais alors qui ici sont hyper chelous. On essaie au début de nous faire supposer peut-être que qu'on confond un petit peu à la fois le frère de la mariée en pensant que c'est son mari ou on ne sait quoi, mais le film s'embrouille tout seul finalement, c'est-à-dire qu'il n'a aucune véritable envie, on a l'impression, il n'y a aucun fil conducteur réel, donc vous l'avez compris, une rom-com tirée d'un film français à la sauce anglaise, ça ne le fait ici pas du tout. D'ailleurs, je vous recommande plutôt de revoir Plan de table. Donc, à ce film, Love Reading Repeat, je le mettrai malheureusement uniquement un 3 sur 10. Je ne vous le recommande pas spécialement, tout du moins si vous arrivez à rentrer dans le délire au bout de 10 minutes, ça veut dire que vous êtes confortablement installé pour un bon et chouette téléfilm, mais j'en attendais vraiment plus. Et d'ailleurs, je peux le dire, vu qu'à la base, je n'en attendais rien, c'est un petit peu problématique. Mais je suivrai malgré tout la prochaine réalisation qui, je l'espère, sera un peu plus inspirée. Ça serait assez idéal. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Aïe, je me suis fait mal à la corde vocale. Oh non. Oh, bon, je suis trop bavard, mais au moins Fred est allé déposer l'argent qu'on a eu avec C'est pas sorcier à la banque. Oh, Fred! Tout bruit de billets de banque, j'ai fait un superbe placement en bourse, et maintenant, je suis riche, comme on dit. Comment ça, je? J'ai fait sauter la banque. Et moi? Donc du coup, je pars en vacances éternelles aux Bahamas, et je te dis à plus tard, Janie, bonne vidéo! Oh, mais quelle enflure! L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler d'une première réalisation, forcément par voie de conséquence, La folie des hauteurs, dont le titre, attention, francisé, est inspiré de La folie des grandeurs, un chef-d'œuvre du cinéma français avec Louis de Funès et Yves Montand. Mais ici, nous allons, entre guillemets, nous contenter de La folie des hauteurs. C'est un film donc réalisé par l'allemand Ulla Kaya, pardon, pas Kaza, problème optique, hein, désolé. Oui, c'est un U avec un umlaut, ce qui fait qu'on dit U. Attention pour ceux qui prononcent mal. Oh, j'ai fait de l'allemand donc je sais de quoi je parle. Restons calmes. L'idée, c'est que ce réalisateur est également scénariste et qu'il s'est, quand même, fortement inspiré du travail fourni en 2013, le travail donc de Martin Scorsese, ou Scorsese, je ne sais toujours pas le prononcer, Le Loup de Wall Street, son film, évidemment, qui est quand même très réputé. C'est vrai. Je l'ai découvert d'ailleurs entre-temps. J'ai découvert donc en même temps La folie des hauteurs sans avoir vu Le Loup de Wall Street, voilà. Mais
c'est un petit peu, on va dire, gênant de constater, une fois que vous avez rattrapé le film de Scorsese, qu'il y a du fanservice, mais qui n'est jamais totalement assumé. Le film essaie d'exister par lui-même, en étant vraiment une œuvre à part, qui ne nécessite aucune comparaison avec d'autres films, mais ça n'arrive jamais à être le cas. Car si vous connaissez Le Loup de Wall Street, vous allez vous dire, c'est dommage, c'est du sous-Loup de Wall Street, et si vous ne connaissez pas Le Loup de Wall Street quand vous découvrez La Folie des hauteurs, ce qui n'est peut-être pas plus mal, vous sentez quand même que le film, j'ai lâché un molar à nouveau, ça faisait longtemps, est quand même un petit peu mollasson. Mollasson, je m'explique, il y a des personnages qui sont extrêmement mal présentés. Pourquoi ? Parce que on part du principe que si vous connaissez l'archétype un peu du personnage de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, eh bien c'est pas grave, on peut bazarder totalement la rencontre entre les deux personnages principaux de ce film, et on comprendra. Or, c'est pas si simple, parce que les personnages sont, comment dire, présentés, on va dire en amorce, comme étant vraiment de grands amis, voilà, donc qui essaient de faire leur petite magouille et leur petit business immobilier à Berlin. Sur le papier, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. Enfin, il n'y a pas de problème, attention. Il n'y a pas de problème, les autorités vont quand même sûrement à un moment rouspéter. Mais je veux dire, il n'y a pas de problème quand on observe et quand on regarde le film et la proposition. Seulement, les personnages sont totalement indissociables. C'est un énorme problème. Ils ont chacun une femme, on peine à les distinguer à chaque fois, c'est-à-dire que la femme de l'un pourrait très bien être la femme de l'autre, que c'est pas si grave. Donc, une fois que vous avez compris que les personnages en plus ne sont pas si intelligents et débrouillards par rapport à d'autres, vous savez déjà que vous êtes dans un film très fataliste. Ce qui n'est pas en soi un problème, c'est d'ailleurs la qualité principale du film. On a, évidemment, je l'ai écouté en VO, une langue allemande, moi, qui me transcende à chaque fois et qui me galvanise, pour reprendre de l'expression de Zoltan. Et en plus, les personnages, et surtout les acteurs, heureusement, sont quand même bien investis, et même s'ils ne transcendent pas non plus totalement quand même le film par des performances complètement inoubliables, c'est quand même pas mal. Ça passe plutôt bien. Mais quand même, c'est en tout point à force problématique. Car les aspects, comment dire, un petit peu de suspense, qui ne concernent pas en plus directement le fil directeur de l'intrigue, ce qui est un petit peu dommage, mais sont complètement trouvables en moins de 3 minutes de film. Et je ne plaisante même pas. Pour vous expliquer la petite anecdote, la fin, je l'ai devinée au bout de 3 plans du film. C'est pas une plaisanterie. Et là, je me suis dit, aïe, j'ai espéré que ça ne soit pas le cas, mais le film fonctionne tellement comme si tu ne t'attendais pas à ce retournement que quand il arrive, il y a encore un retournement. C'est-à-dire qu'on en fait un élément central du film, mais c'est pas non plus le point essentiel. C'est-à-dire que le film, à mon avis, a un ordre de priorité qui est un petit peu mal dosé. Des fois, on comprend pas vraiment pourquoi un personnage va se préoccuper d'un autre personnage ou va s'obstiner dans une voie, parce que le personnage, c'est lui-même quelle va être la destinée de son bazar. En tout cas, il ne le dit pas, il ne le certifie pas aux autres, mais à aucun moment t'as l'impression que les personnages sont dans leur délire, contrairement à Leonardo DiCaprio, qui est complètement timbré dans Le Loup de Wall Street, mais c'est justement ça qui est appréciable. L'acteur, en effet, cabotinait, mais c'était très appréciable et c'était très agréable. Moi, j'étais vraiment comme ça devant mon écran. Et ici, c'est un coup de petit maître, c'est-à-dire tout simplement que le film se rend bien compte que ses limites ne lui permettent pas d'être extrêmement démonstratif dans quelque domaine que ce soit. C'est donc un petit peu limité, ça j'insiste vraiment là-dessus. En même temps, certains dialogues, certaines idées de mise en scène sont toujours un petit peu sympas, hein, mais camouflées
par des personnages qui sortent tout droit du Loup de Wall Street, hein, c'est véridique. Il y a le personnage vraiment qui arrive avec qui les deux personnages principaux qui appartiennent à ce film font des affaires, et le personnage en question, voilà, est tout simplement, je pense, c'est comme ça que je l'ai perçu, le copain de DiCaprio dans le Loup de Wall Street. C'est pas le même acteur, attention, mais il a la même façon de parler. Bon, j'avais regardé le Loup de Wall Street en VF, et oui, désolé, c'est grave, hein, pourtant je suis plus team VO d'habitude, mais j'ai senti le rapprochement. Et il y a un moment où t'as l'impression que le film se voudrait presque maladroitement parodique, mais c'est très inconscient, et c'est surtout pas voulu du tout, hein, parce que le film veut être extrêmement sérieux. Il y a des passages qui étaient vraiment, à mon avis, plus de connotation comique que véritablement et sincèrement dramatique. J'allais dire tragique, mais plutôt dramatique. Il y a un peu trop de drama d'ailleurs, qui n'est pas toujours extrêmement bien géré. Des fois on se demande un petit peu d'où il sort, ou tout du moins pourquoi tel personnage se rencontre à ce moment-là. C'est-à-dire que des fois il y a des petits problèmes, pas de rythme, hein, le rythme est excellent, mais il y a des problèmes dans l'enchaînement du montage, qui paraît des fois un peu, pas chaotique, mais légèrement laborieux quand même, il faut bien le dire. Pour autant, j'ai envie de vous le conseiller un petit peu, c'est-à-dire que je mets un 5 sur 10 à ce film sur Sens Critique. Ce n'est pas le film de l'année, ce n'est pas une catastrophe, c'est à nouveau, voilà, comme le film précédent, une sorte de remake, mais ici bien plus subtilement caché, qui manque quand même, oui, à nouveau, d'originalité pure. C'est-à-dire que ce film, il est sympa, plus ou moins, mais on a l'impression que tout le monde aurait pu le faire. Enfin, tout le monde aurait pu le faire, attention. Pas moi, hein, pas les amateurs, je dis pas. Mais en tant que professionnel, tu sens pas vraiment en quoi le réalisateur ici a fait preuve d'un génie complètement inouï. En tout cas, qu'il a amorcé sa filmographie et que toi, spectateur, tu te dis « Oui, celui-ci, on va le suivre toute sa carrière parce que ses films soient plus ou moins sympas, il arrive à poser son style. » Ça n'est pas vraiment le cas, mais ce n'est pas grave. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Fred Marnaki, il faut que j'aille le retrouver en avion. Mais où est-ce qu'il est encore passé, Fred, hein, je cherche, mais où est-ce qu'il a encore fourré son nez? Oui, Jenny, excuse-moi là, mais je peux pas trop te parler. Je suis en compagnie de charmantes dames qui ont l'air très heureuses d'être avec moi. Comme tu peux l'entendre. Du coup, je peux pas faire la vidéo avec toi. Et je te laisse te débrouiller tout seul, à plus tard. L'endimanché du ciné tient à préciser que si vous avez des réprimandes à pratiquer, il faut voir cela avec Fred. Concernant Jamie Dimi, ou l'endimanché du ciné, nous allons parler donc sans spoiler de Filles de joie, un film qui est un petit peu, voire beaucoup, oui, et très fortement problématique. C'est une première réalisation, mais pas totalement, car il y a ici deux réalisateurs. Le monsieur dans le lot qui s'appelle Frédéric Fontaine, qui a déjà réalisé, et d'ailleurs c'est vraiment loin d'être son premier film, mais d'un autre côté, nous avons aussi, et c'est vraiment là que ça devient peut-être un petit peu intéressant, nous avons donc une réalisatrice qui est d'habitude actrice, qui s'appelle Anne Polisevich. J'espère que je prononce bien leur nom et que je ne suis pas en train de les écorcher. Et ce film est donc composé d'une réalisation hybride. Ça se sent, on va y revenir. Le petit pitch de base, parce que là quand je tourne cette vidéo, on n'est pas encore vraiment, enfin si on est sûr de pouvoir aller au cinéma, logiquement dès le 22 juin, sauf si le ciel nous tombe sur la tête. Donc je vais vous résumer et vous faire un petit peu le speech de base, si ça peut vous donner envie d'aller au cinéma, parce que quand je tourne cette vidéo, les cinémas ne sont pas encore ouverts. Voilà, tout simplement, hurrah. Le speech, vous l'avez compris en amorce avec notre ami Fred, c'est qu'il s'agit de 3 prostituées qui habitent à Roubaix. D'ailleurs, premier problème, c'est qu'on est dans un lieu géographique dont on se fiche éperdument, parce que d'après le speech de base, il y a une réelle importance dans le scénario entre le fait de voyager près de la frontière franco-belge. À aucun moment je n'ai sorti dans le film vraiment cette préoccupation. C'est bien ce qui m'embête, parce qu'il y a beaucoup de messages et beaucoup de discours de personnages dans le film qui, sans sortir du chapeau, paraissent totalement en décalage avec ce à quoi on assiste réellement. Bon, c'est un fait. Et ces personnes ont le sérieux problème que leur vie, on va dire, professionnelle, est sans cesse chamboulée et mise à mal face, tout simplement, à leur sphère vraiment intimiste et privée. Sur le papier, tout simplement, sphère privée contre une sorte de sphère publique.
absolument. Donc dans l'idée, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça essaye de l'être. C'est-à-dire que ce film, on ne peut pas lui retirer, malgré ses multiples défauts sur lesquels nous allons revenir, on ne peut pas lui enlever cette volonté d'avoir pris un sujet, attention, qu'il est très difficile de mettre en scène, vraiment. Donc bon, pour le parti pris, pour le sujet choisi et sélectionné, un bon point. Dans sa volonté, dans son message, même si vous l'avez compris, c'est assez château-branlant et toujours peu clair, et la compréhension fait un petit peu grincer des dents parce que c'est très très poussif, il y a des tentatives. Il y a des tentatives dans la réalisation qui n'est pas là pour nous choquer non plus, mais qui se veut un petit peu un mix de la réalisation par moments de films de banlieue tels que Lucky, tels que Les Misérables, tels que d'ailleurs Roubaix une lumière, car oui, nous sommes à nouveau avec l'actrice Sarah Forestier qui jouait dans Roubaix une lumière. Il n'y a pas vraiment de référence directe, mais on voit un petit peu l'idée, et finalement ce film a un petit peu le même problème que Roubaix une lumière. Il est plutôt... comment dire... je vais pas dire qu'il est inintéressant, mais c'est le genre de film où concrètement vous regardez... enfin, vous regarderiez presque le chronomètre et l'heure presque systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de rythme qui est assez effarant, même si les personnages, pris isolément du reste, sont assez emballants. C'est-à-dire vraiment que les personnages ne sont pas un prétexte à l'intrigue. C'est juste que l'intrigue est trop un prétexte pour les personnages. Donc, disons que, vu qu'on a très peu de personnages, mais qu'on passe souvent de l'un à l'autre, c'est-à-dire on passe de la prostituée à son mari, à sa famille, on change un petit peu d'environnement, on finit par être un petit peu perdu, et les accroches qu'on a avec les personnages vraiment fétiches, en tout cas c'était mon cas, notamment Sarah Forestier, qui est pour moi le meilleur personnage du film, eh bien, est beaucoup trop effacée. Ce qui fait que les qualités du film, qui sont indéniables, car il y en a, sont sans cesse chahutées toutes les 5 minutes, parce qu'il faut toujours que la narration est un problème. C'est-à-dire que le gros problème est ici dramaturgique. Il y a 2 réalisateurs et ça se sent. D'un côté, pendant toute la première partie du film, on comprend pas grand-chose, mais ce n'est pas si grave parce qu'on suppose que la fin va nous éclaircir sur l'ensemble, ce qui est à peu près le cas, même si c'est un petit peu forcé, mais la fin est plutôt, sans la spoiler, assez surprenante, donc là-dessus encore un bon point. Mais il y a un énorme problème, c'est que la deuxième partie du film, et c'est là qu'on a un énorme ventre mou à mon avis de 20-25 minutes, sur les 1h30 de film environ, c'est tout simplement que, sûrement que le réalisateur ou la réalisatrice a proposé sa première partie, et que quelqu'un s'est occupé de la suivante. C'est-à-dire qu'à mon avis, vu le film, je serais prêt à parier que c'est d'abord le réalisateur qui a bien roulé sa bosse qui a commencé, et que c'est ensuite la réalisatrice qui a fait son premier film ici, enfin à moitié du coup, qui a enchaîné la suite, et que ce soit l'un ou l'autre, d'ailleurs on peut intervertir les rôles, on s'en fiche, c'est juste qu'on voit un moment les mêmes choses. Et il n'y a pas vraiment d'opposition des points de vue. Ça aurait pu être un film qui soit tiraillé intérieurement. Ça n'est pas le cas. On a l'impression d'assister 2 fois la même chose, alors qu'on aurait pu nous faire presque une dystopie. Changer un petit peu les caractéristiques de personnages, changer les situations. Et finalement, tout simplement, j'ai envie de dire, qu'en s'efforçant de poursuivre dans une voie qui est quand même peu prévisible certes, mais qui devient très redondante, on y a perdu énormément en saveur. Car c'est un film qui, malheureusement, sur Sens Critique, enfin, il est bien noté, je crois, je ne sais plus, mais en tout cas, moi, malheureusement, je ne peux pas aller au-delà d'un 4 sur 10. Parce que c'est vraiment un bazar qui est un petit peu trop pêle-mêle. C'est-à-dire que le spectateur, en tout cas pour ma part, se sent tellement perdu qu'il doit lui-même se dire que telle scène n'est pas si dispensable pour la compréhension, qu'il il vaut mieux, on va dire, même si vous la voyez, l'épargner, la vider, l'évacuer de notre mémoire et de notre esprit, et passer à la suite. Mais un film, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que là, on a l'impression de voir une version vraiment 1.0 qui n'aurait jamais dû sortir au cinéma. C'est vraiment ce qui me pose problème avec ce film. Les performances d'acteurs et surtout d'actrices sont assez excellentes. Il y a vraiment des situations qui sont, comment dire, assez fines et presque géniales. Par moments, ça qui est terrible, c'est que le film est vraiment un gros gâchis. Mais le film ne tient pas debout parce qu'on sent vraiment qu'il y a une hydre à 2 têtes, quoi. C'est pas possible de sentir que la direction est si volatile et qu'on est vraiment totalement perdu. Si vous l'avez vu, j'espère que vous avez passé un meilleur moment que moi, même si c'est très inégal, mais c'est surtout très négatif. Après,
tenter le coup, pourquoi pas. Il faut vraiment partir du principe, il faut à mon avis avoir conscience vraiment de cet élément qu'il y a vraiment deux réalisateurs à la barre, parce que sinon, on arrive comme ça sans s'y attendre. À mon avis, c'est très très dur, c'est très peu digeste, quoi. C'est-à-dire que c'est très très dur à digérer un tel film. Et je dis pas ça par rapport au sujet qui est foncièrement très dur, c'est juste que le message est camouflé par des moments d'errance et presque un petit peu de bêtise, j'ai trouvé. Bon, ça reste subjectif, mais quand même, c'est un petit peu affligeant à force. Mais écoutez, ce n'est pas grave, le film a fait comme il l'a pu. Sur le papier, il était vraiment potentiellement excellent, mais bon, la mise en application a été un petit peu rude. Néanmoins, deux réalisateurs à la barre n'est pas toujours un problème, ça l'a été dans ce cas-ci. Mais ce n'est pas grave, il y avait peut-être une volonté symbolique, à savoir on parle de prostituées, on a à la fois un homme et une femme, et il y a quand même cette confrontation qui habite le récit. Mais ça, je pense que comme fil directeur, c'est très 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 mince, et ça ne suffit clairement pas. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Ah mon dos. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh oui, oh, mes rhumatismes. Bon, maintenant j'en ai un peu marre d'être tout seul, je fais donc appel à Au Cinéma. Bonjour. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Alors, si j'ai bien compris, tu m'as demandé de faire cette petite intervention sur ta chaîne pour parler de la dernière vie de Simon. Ah, bravo, je vois que tu as bien révisé ta leçon et fait tes devoirs. En tout cas, je l'espère. Alors, cher Au Cinéma, attention, restons concentrés. Non, je plaisante. Enfin, on parle avec des contractions quand même. Nous allons parler en effet de la dernière vie de Simon. Une première réalisation, forcément, sinon on n'en parlerait pas ici. Un film franco-belge, si je l'ai bien compris, qui dure environ 1h40, approximativement, me semble-t-il. Bon, la durée importe peu, forcément. Un film réalisé par Léo Carman, qui est aussi co-scénariste, voilà, en compagnie de Sabrina B. Karine. Le B, je ne sais pas à quoi il correspond, mais on verra bien. Enfin non, on verra pas, on ne sait pas, c'est pas très important, nous attardons pas sur ce détail. Scénariste d'ailleurs, cette dame, aussi d'épisodes de la série Fais pas ci, fais pas ça. Est-ce que tu connais au cinéma cette série d'ailleurs, comme ça, au passage? Alors j'en ai entendu parler, j'ai vu aucun épisode, mais il me semble que c'est une série avec Guillaume de Tonquédec et c'est ça. Valérie Bonneton. Exactement, oui, de très bons acteurs. Bon, ils ne sont pas présents ici dans ce film, c'est d'ailleurs peut-être fort dommage, on verra bien, mais on doit faire entre guillemets avec, c'est-à-dire, non, je vais rester poli, hein. On a notamment au casting quand même un certain Benjamin Voisin, qui est un jeune acteur, voilà, qui interprète ici Simon, évidemment, donc le personnage principal, et cet acteur, bon, hein, je ne sais pas si tu as vu Un vrai bonhomme, par exemple, sorti cette année, mais il n'était pas extraordinaire dedans. Bon, bah écoute, je ne te le recommande pas spécialement, mais bon, voilà, il faut toujours laisser une seconde chance aux acteurs, surtout aux jeunes pousses. Après, bon, on retrouve par exemple Florence Muller, j'ai noté, qui jouait notamment dans Le Mystère Henri Pic, ici donc une commissaire. On a le mari Jacques qui jouait d'ailleurs dans Tellement proche, dont on parlait en off juste avant, dis donc, c'est drôle ça. Ah oui. Mais bon, un petit rôle, hein, mais surtout dans J'accuse, super film d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas grave, hein. Et après, bon voilà, on a plein d'autres acteurs et plein d'autres personnages sur lesquels nous allons revenir. Résumer l'histoire serait un petit peu compliqué, mais on va faire simple, c'est-à-dire, hein, je pense, c'est-à-dire que Simon a une petite dizaine d'années, il a un pouvoir, et on peut le spoiler, enfin on peut le spoiler, c'était pas un spoil, mais il a le pouvoir tout simplement. Oui, voilà, en plus, donc c'est le pouvoir de se métamorphoser en quelqu'un qui l'a touché auparavant, en gros, oui, c'est ça, oui. Et va s'en suivre une histoire terriblement dramatique qu'on ne spoilera pas, on fera une partie spoiler. Je vais demander à Au Cinéma ce qu'il a pensé de ce film, d'ailleurs conseillé par Artopolis et Jude Melon au passage. Voilà, petit placement de produit. Eh bien, la dernière vie de Simon, pardon, j'ai trouvé que c'était un film assez réussi. J'ai trouvé ça, assez sympathique. Je trouve que ça change un peu du paysage du cinéma français qu'on peut voir habituellement. Ah oui, complètement. Je suis assez déçu que le film ait très peu marché au box-office, en fait. Très mal distribué, malheureusement. Je trouve que le film aurait mérité beaucoup plus de visibilité parce que il faut encourager ce genre de production en France parce que c'est vraiment déjà un très beau film. Je trouve déjà le principe de base assez réussi, assez réfléchi. Je comprends, ouais. Ah oui.
Je trouve que c'est en quelque sorte un petit film à la Spielberg, c'est vrai. Ah oui. C'est c'est un peu nostalgique de cette époque-là, des films à la E.T., à la et que sais-je, mais je trouve que déjà le film a aussi une espèce de patte identitaire qui est assez remarquable. Je trouve notamment les effets spéciaux du film pas dégueux. Oui, on va y revenir, mais en effet, je comprends. Je trouve qu'il y a certaines transitions assez réussies, comme je peux spoiler un petit moment de la bande-annonce, si tu m'autorises. Ah bah vas-y. En fait, Simon va changer de tête 2-3 fois à la suite, là. Oui, ça, on peut spoiler. Voilà, je trouve la transition assez réussie. Oui, je comprends. Après, je suis ressorti du film, je suis pas allé voir en salle, mais assez mitigé, j'ai trouvé ça sympa, mais il y a des défauts. Ah oui. Et, parfois, j'ai du mal à passer outre ces défauts-là. Je trouve notamment la dernière partie du film un peu longue et pas forcément aussi haletante et rythmée que les deux premières. Mais c'est assez sympa et je me demande quel est ton avis sur ce film. Ah bah écoute, on est absolument d'accord, mais pour l'instant de ce que tu m'en dis sur toute la ligne. Donc je vais pas répéter ce que tu as dit, je pense vraiment quand même pour réagir que c'est-à-dire que E.T. est totalement la référence et ça se sent dans la musique, ça se sent dans les déplacements des personnages, surtout en début de film. Un film franchement qui part tambour battant avec des idées de mise en scène mais qui sont juste magistrales pour une première réalisation qui plus est quand même, parce qu'il y a des jeux sur les formes. Enfin tu vois, au début il y a des enfants qui sont enfermés dans des formes les plus bizarres possibles, mais alors un travail incroyable. Mais alors au bout de 30-40 minutes, j'ai eu l'impression que le film se patinait complètement, alors il se pète la figure un petit peu quand même, et alors tout ce qui était très subtil, parce que si vous voulez c'est vraiment une réaction en chaîne, c'est-à-dire vous avez une bonne idée, un détail qui a été réutilisé et ça va ainsi de suite. Et à un moment vers la fin, pour moi, j'ai trouvé cela mais alors convenu, mais vraiment à souhait, et c'est fort dommage. Et je te rejoins, c'est-à-dire que moi au début du film je me suis dit alors là on a l'un des films de l'année, c'est sûr. Et à un moment je me dis bah non, parce qu'il y a trop de lacunes à un moment et tu peux pas accumuler tout ça et sortir du film, du film en disant ah bah c'est super, non. Le film parle d'une idée de base extrêmement intéressante qui aurait pu être creusée. Complètement. Et je trouve, en apportant une petite touche, peut-être, juste pas, de maturité, un peu plus sombre, ça aurait pu faire un film totalement plus différent, plus sombre, plus fort. Et là, je trouve que surtout dans sa dernière partie, ça reste un film, pour ne pas dire enfantin, mais très convenu. Et au final, c'est un divertissement, ça se transforme en divertissement entre guillemets familial, lambda. Bah, c'est un peu ça, c'est triste à dire, mais vraiment un début révolutionnaire, mais des dialogues aussi qui parfois se veulent volontairement un peu kitsch. Tu vois, à un moment, tu manges du poisson, t'as l'enfant qui dit oui, j'adore ça. Enfin, tu vois, on joue pas avec les clichés, c'est-à-dire, tu vois, dans l'imaginaire collectif, les enfants n'aiment pas le poisson. Enfin, c'est un peu ce qui se passe à chaque fois. Et là, finalement, tu vois, le film propose des personnages principaux qui sont donc attachants d'entrée de jeu, enfin pour moi aussi, mais en même temps assez originaux. Et à un moment, je trouve qu'on retombe, alors que c'est quand même assez bizarre, l'histoire est super chelou et elle a tout pour être vraiment atypique, mais elle est en train de rentrer dans une forme de consensus à un moment, et c'est à cause pour moi d'une émotion qui est bien trop facile. C'est-à-dire que il y a une histoire de maladie, de problèmes de cœur, de problèmes familiaux, mais à un moment c'est tellement forcé, mais absolument dans tous ces retranchements, dans les moindres changements de scène, ça s'appuie sur des facilités, mais au-delà d'être monstrueuse, pour moi à un moment on a l'impression que le film n'a tellement plus rien à raconter à sa moitié que on termine vraiment comme on le peut. Et moi j'ai eu l'impression de voir un film qui, dès qu'il se conclut et dès qu'on voit le générique de fin, et là on est très soulagé en se disant on a stoppé l'hémorragie, mais c'est quand même c'est terrible quoi. Tu vois, par exemple, c'est triste à dire, mais est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu mieux adopter une suite un peu
pardon, pas une suite, une fin Oui. ouverte en quelque sorte, tu vois. On sait pas vraiment comment ça peut se terminer parce que là en fait c'est tellement convenu et c'est tellement dommage que en fait C'est trop. Ouais, je te rejoins, c'est-à-dire que j'ai eu cette impression absolument. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que le film a besoin de tout nous montrer ? Parce que par moment, je pense surtout en fin de métrage, qu'on perd en interprétation personnelle. Certaines scènes qui auraient pu être inversées pour jouer sur la chronologie, parce que là, c'est très très linéaire, c'est très chronologique, y a pas de problème. Mais alors par moment, je pense que pour vraiment appuyer sur les performances des acteurs qui se débrouillent en plus assez bien, je sais pas ce que t'en penses globalement, quoi. Tu vois, pour en revenir à ce qu'on a pu dire tout à l'heure, on parlait de E.T. Oui. Et je trouve que E.T. marche mieux déjà, Ouais. parce qu'en fait, E.T. garde en fait toute une sorte de... En fait, par exemple, si on prend le film E.T., l'événement ou la petite chose qui fait que le film va devenir en quelque sorte un peu fantastique, un peu magique, bah, c'est l'extraterrestre, E.T. Évidemment. Oui. Et qui en vérité n'est jamais extrêmement exploité, c'est-à-dire que on va garder une énorme part de mystère sur ce petit personnage qui est E.T. Oui, c'est un prétexte. On va le voir repartir dans son espèce de vaisseau qu'on ne voit pratiquement pas. Oui, et c'est ça. en fait, E.T. est arrivé, est reparti et a bouleversé la vie de ces jeunes gens, Oui. sans qu'en fait ces jeunes gens sachent plus de choses que ça sur ce petit personnage qui est E.T. C'est Le problème de la dernière vie de Simon, c'est que le film, à trop vouloir nous en dire, Oui. en fait, gâche un peu cet effet de surprise ou de mystère qu'on aurait pu trouver dans le film. C'est ça. C'est le problème de tout chercher à expliquer, de tout démystifier. Ce qui est dommage parce qu'on a des plans splendides. À un moment, on est dans une grotte, ça fait très Batman dans l'idée. On se demande quand même où on est. Mais après, finalement, les personnages, j'ai envie de dire qu'ils parlent, mais alors beaucoup trop dans les dernières 30 minutes. On comprend. C'est à croire vraiment parfois que le réalisateur a conscience, tu vois, de son début de film vraiment brillant, mais qu'à un moment il essaie quand même de nous prendre par la main au cas où on nous aurait perdu en cours de route. Ce qui est dommage parce que moi, évidemment, je ne l'ai pas pris personnellement très mal, c'est pas ça, mais forcément. À un moment, j'ai un peu frôlé l'overdose, c'est-à-dire que franchement, mais même c'est dommage parce que même sur les effets, tu vois, au début c'est marrant la transformation du personnage. Je me suis dit, ils sont assez astucieux parce que bon, je sais pas, le budget ne doit pas être extraordinaire pour ce film, mais la métamorphose en effets spéciaux fonctionne bien. C'est-à-dire que elle est très lente volontairement, voilà, pour qu'on voit les nouveaux traits de visage qui se forment, tu vois. Pour accentuer Voilà. cet effet de changement. Oui, un peu comme Mystique, mais bon, au moins bien réussi, mais c'est pas grave, c'est normal, le budget n'est pas le même, bon voilà, hein, c'est pas grave. Mais à un moment, c'est-à-dire que vers la fin du film, honnêtement, tu vois, les transformations, mais sont hyper laborieuses. C'est-à-dire que on s'attend à un plan génial parce qu'on sent les personnages en difficulté, et la caméra va essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux. C'est-à-dire qu'on aseptise totalement le propos, comme tu disais, dramatique, parce que c'est un film dramatique, mais qui ne s'assume pas vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que il y a un moment, on sent qu'il y a un élément, et je pense malheureusement que l'élément déclencheur, c'est une ellipse temporelle qui malheureusement vient mettre un peu le bazar. Mais je sais pas ce que tu penses de la temporalité du film, mais moi je la trouve beaucoup trop classique pour le coup, hein, par rapport au récit. Oui, totalement, parce que quand t'as je vais me répéter, mais quand t'as un propos de base qui est aussi important et qui pourrait être tellement bien exploité, et qu'au final tu nous donnes un film qui est beaucoup trop, je leur dis, mais lambda, c'est dommage parce que le film, par exemple, tu parlais des décors tout à l'heure, les décors, je les trouve très recherchés et assez réussis. Ah oui, totalement. Mais même dans la réal, attention, elle n'a rien de raté, de mauvais. C'est juste qu'au début, on part avec un niveau d'excellence, mais vraiment, c'est aux petits oignons. C'est-à-dire que vous avez un cadre, la caméra ne bouge pas spécialement, c'est pas une caméra volatile qui part en tous les sens. Hein. C'est vraiment là, hop, et d'un coup, t'as un personnage qui va intervenir, et il te faut un certain temps par moment pour comprendre que oui, tiens, c'est ce personnage-là, parfait. On a un petit décalage pour bien comprendre les inscriptions parce qu'on évite de s'acharner à expliquer tout, et à un moment malheureusement c'est-à-dire qu'il y a vraiment le fameux passage qui nous enquiquine un peu certes, hein, mais c'est-à-dire que le film ne tient pas vraiment sur sa longueur, et je pense d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais qu'on va en arriver à une partie peut-être spoiler pour être un petit peu plus explicite, parce que c'est pas facile de ne pas spoiler ce film. Qu'en penses-tu ?
Eh ben, je suis d'accord avec toi, j'ai rien à dire. Alors, c'est parti. Voilà, donc spoiler. Au cinéma, eh bien, qu'est-ce que tu as à nous dire en tant que spoiler? Alors peut-être, je vais préciser un petit peu avant, c'est que forcément, Simon, qui est un enfant quand même, j'ai oublié de le préciser, mais orphelin, hein, c'est assez terrible, et se retrouve à passer des petites vacances avec son copain qui s'appelle Thomas, voilà, Thomas Durand, et Thomas a une sœur Madeleine. Simon est plus ou moins amoureux de Madeleine, qui est une jeune fille malade. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment Simon et Thomas partent en forêt. Thomas, malheureusement, on suppose qu'il meurt, et forcément Simon, pour ne pas gâcher, pour ne pas faire souffrir la famille de son copain Thomas, donc la famille Durand, voilà, va se transformer en son copain, c'est-à-dire que Simon devient, en apparence évidemment, devient Thomas, et personne ne soupçonne quoi que ce soit pendant une bonne dizaine d'années, tout ça, enfin 10 ans. C'est vrai, pendant une décennie, tout le monde ne soupçonne rien et le mystère reste total. C'est ça. Et alors, est-ce que tu as des choses là? Assez vraiment, c'est quand même réussi parce que c'est à la fois intelligent. Oui. Et ça te propose peut-être un scénario assez poussé. Oui. Et là, on va en revenir, mais voilà. Voilà, le scénario n'est pas poussé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes situations. Partons du principe que Simon, voilà, donc représente évidemment le fils de la famille. Et à un moment, j'ai quand même repéré qu'il y avait une extraordinaire combinaison sur le papier entre le fait de ne pas pouvoir forcément être à la fois l'ami, enfin le petit ami de la sœur, et à la fois être le frère. Enfin, tu vois, c'est logique, quoi. Et ça, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais c'est-à-dire que ça donne, je pense que là on a typiquement un réalisateur qui propose son premier métrage, si tu veux, et qui a absolument les bonnes idées, qui les met pas toujours dans le bon ordre, hein, ça c'est quand même pour moi indéniable, il y a un gros problème là-dessus, mais au moins je pense qu'il y a pas mal de délire que le spectateur, et même pas spectateur, c'est-à-dire que nous en tant qu'être humain, des fois tu vois, on se met des petits délires en tête et on s'imagine certaines situations, certaines personnes qui ne seraient pas ce qu'elles sont dans une autre vie. Et là, finalement, tu combines tout, tu vois, tu mélanges un peu tout. Mais ça ne peut pas fonctionner, ça marche pas très longtemps, quoi. C'est un petit peu un tour de passe-passe qui est un petit peu trop éphémère, et là, ça se sent, hein, concrètement, là-dessus. Oui. Et d'ailleurs, et je sais pas si t'as pensé, il y a pour moi une scène quand même en termes de réal qui est assez poussée, c'est quand justement, tout simplement, donc le petit Simon est dans la forêt et que tout le monde le part à sa recherche, et que il entend d'un coup qu'il y a des personnes qui l'appellent Thomas, Simon, tu vois, puis il fait Thomas, il bouge la tête d'un côté, Simon il bouge la tête de l'autre. Et là t'as déjà la dualité, c'est-à-dire que le film prépare très bien ce qu'il veut raconter, mais en soi après ce qu'il raconte, sur le papier oui, ça peut être extraordinaire, mais sur le fait accompli, d'accord, c'est pas très très drôle, c'est pas très très émouvant, j'ai un peu eu du mal, moi, hein. T'as du mal à exploiter toutes ces idées, quoi. C'est-à-dire que oui, ça a plein d'idées, parce qu'à un moment, il y a même cette proposition que une famille, enfin toute la famille finalement, au grand complet visiblement, revoit des photos qui ne sont, bon, comme par hasard, pas triées, et qu'on retombe sur évidemment d'anciennes photos qui concernent évidemment Simon que tout le monde croit mort. Et même là, c'est-à-dire que non seulement c'est amené, mais alors sans nuance et sans subtilité, c'est pour enfoncer des portes à moitié entrouvertes. Et si tu veux, c'est pour moi le problème du film qui se veut presque un peu trop réaliste. Ça manque de fantaisie dans le fantastique. Le problème, c'est que le film veut à un moment retourner dans une espèce de forme de réalité. Oui. Et qui n'est pas la bienvenue, en fait, parce que soit tu nous proposes un film terre à terre, soit tu nous proposes un film fantastique et tu vas jusqu'au bout. Oui, c'est là, on est dans un entre-deux assez compliqué, parce qu'en plus, tu vois, on dirait qu'en fait, excuse-moi l'expression, mais que le film a un peu le cul entre deux chaises. Oui, c'est ça, oui, complètement. Enfin, pas tout le long, tu vois, on a parlé du début, qui est assez bien maîtrisé, et puis vers le milieu et troisième acte, surtout, j'en parlais tout à l'heure, le film va se mettre, comme tu le disais, dans cette espèce d'entre-deux, comme tu le disais, et ne va plus en ressortir jusqu'à la fin.
C'est-à-dire que même à un moment où on se retrouve dans un hôpital, d'ailleurs, la bonne idée, c'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment dans un hôpital, évidemment, le personnage principal, Simon, qui essaye d'aller sauver sa bien-aimée, en gros, et il y a la police qui essaie de l'intercepter. Bon, même là-dessus, c'est-à-dire que à un moment, il se retrouve dans une pièce où il prend des médicaments pour essayer de sauver la personne en question, et il ouvre la porte comme ça. Et moi, je me suis dit, ah, mais alors oui, bon, si on avait voulu être très réaliste, il aurait trouvé, tu sais, un truc, il aurait bidouillé avec un fil de fer pour ouvrir la porte, parce que normalement la porte est fermée à clé, tu vois, ou alors avec un élément, tu vois, fantastique qui aurait été amené avant, il aurait pu, avec des pouvoirs et des aptitudes qu'il aurait développées entre temps, il aurait pu ouvrir la porte. Mais là, finalement, on est vraiment entre deux eaux, c'est-à-dire que on s'en fiche, quoi. Il faut juste que le scénario avance, on ouvre cette porte, je vais prendre mes médicaments, fin de l'histoire. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais c'est-à-dire, tu vois, il y a plein de situations qui sont sympas, mais quand tu comprends quelle est la proposition, vraiment, mais foncièrement le propos qu'on essaie de nous illustrer depuis le début, ça fonctionne pas, quoi. Enfin, c'est pas mauvais, mais c'est juste que de bout en bout, ça ne peut pas toujours coexister. C'est-à-dire que soit on mélange un petit peu des deux, mais là, pour moi, parfois, le problème, c'est qu'on est vraiment ni dans un genre, ni dans l'autre. Et c'est pareil, d'ailleurs, parallèlement, c'est jamais ni très drôle, jamais ni très triste. C'est-à-dire que ça manque un peu de fusion, tu vois, entre les genres. C'est-à-dire qu'on en a un peu, mais tu vois, au début, c'est plutôt bon enfant, c'est drôle. Vers la fin, ça se fait un peu plus dramatique, tu vois, mais bon... Ça manque un peu d'expressivité, en fait. Oui, complètement. Bah, c'est le problème de jouer sur les émotions faciles, c'est qu'à un moment, c'est tellement trop facile que nous, spectateurs, en tout cas moi, je me dis, alors oui, c'est sympa, mais c'est très simple, c'est un petit peu bateau. C'est vrai. Mais je ne sais pas, pourtant c'est vraiment... c'est-à-dire que le film, vous l'avez compris, il nous résiste, hein. C'est-à-dire que, attention, il est quand même sympathique, mais quand on voit quand même qu'un film a du potentiel, mais vraiment, absolument, et qu'on est juste, entre guillemets, satisfait du résultat, et qui plus est quand le film termine moins bien qu'il ne l'a commencé, c'est souvent un petit peu rageant. On dit souvent qu'un film doit avoir un bon début, une bonne fin. Le film a un très bon début, mais il n'a pas une bonne fin pour moi. Et je ne sais pas ce que t'en penses, mais il y a même des anomalies totales. C'est-à-dire que on nous a, par moments, on nous balance des détails comme quoi, bon, Simon, il peut se régénérer un peu comme Wolverine. D'ailleurs, ça fait très X-Men toujours dans l'idée. Et tu vois, il y a des dilemmes entre les personnages, mais tu sais déjà absolument et pertinemment que les personnages avec le rythme lent vont s'en sortir de telle façon, quoi. Enfin bon, c'est un peu... Pour rebondir un peu avec ce que tu as dit, c'est que je trouve en fait, par exemple, je vais faire un parallèle avec un film qui était sorti l'année dernière que je ne sais pas si tu as vu, dis-moi. Ça s'appelle Brightburn, l'enfant du mal. Oui, je l'ai vu, je l'ai détesté. Oui, tu l'as vu. Oui, tu l'avais vu, il me semblait que tu en avais parlé. Oui. C'est-à-dire que le film a oui, dans ton classement, le film a une super idée de base. Oui. En fait, que serait en fait le Superman s'il est arrivé sur Terre et qu'en fait il était maléfique en quelque sorte. C'est ça. Et en fait le film a un très bon début qui marche super bien. Ouais. Et puis la fin est naze, quoi. Moi j'ai trouvé tout très raté, et moi c'est plutôt l'inverse, vois-tu, c'est ça qui est marrant. Mais je vois l'idée, c'est-à-dire que il faut avoir un concept de base pour faire un film original, c'est indéniable. Mais le concept en soi ne suffit pas toujours. Bon, je préfère quand même la dernière vie de Simon, attention, à Brightburn, pour ma part quand même. Bon, oui, voilà. Mais je vois l'idée. C'est-à-dire que, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais avant de conclure, je pense que c'est finalement un petit débat qu'on aurait potentiellement plus tard et qu'il faudra développer. Mais un film qui est, alors... attention, qui a un peu moins d'ambition, mais qui se tient mieux de bout en bout, même s'il prend le moins de risques, en général, pour ma part, il est plus appréciable. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire que avoir une très bonne idée de base et un très bon concept, ok, je veux bien, oui. Mais il faut l'exploiter après. Et si en fait tu as juste cette idée de base et que au final tu l'exploites, là pour le coup, que le début et il y a une petite partie du film et qu'au final tu lèves tout ça et que tu rentres dans la facilité, oui. C'est compliqué à tenir le spectateur de bout en bout. Oui. Et puis même au niveau du public qu'elle essaye de chercher, ouais. On ne sait jamais si le public essaye, le public visé et les adolescents, les pré-adultes, les adultes, les enfants.
Bah, c'est compliqué parce que le film essaie un petit peu de... Il veut concrètement beaucoup en raconter et il en raconte pas trop, c'est juste qu'il raconte pour moi à un moment vraiment mal, ou en tout cas que c'est trop ambigu et que même si tu creuses derrière, hein, parce qu'évidemment il y a vraiment des éléments à creuser, il y a des thématiques, hein, mais que ça nous paraît toujours un peu artificiel, c'est-à-dire que la construction est tellement, alors bon, château branlante, même si c'est pas non plus une catastrophe, hein, que par moment, moi je ne te cache pas que j'ai grincé des dents, parce que finalement, tu sais, quand t'as un film qui te propose une démonstration dans des dialogues et dans la réalisation dès le début, et qu'à un moment c'est plus tout le cas, moi honnêtement, hein, je vais pas être méchant, mais j'ai eu l'impression d'avoir un grand réalisateur dans la première partie, et qu'après, le réalisateur a eu un problème, il s'est tiré du projet, allez, il faut terminer le film avec un autre réal. Enfin franchement, j'ai eu l'impression de voir deux réalisateurs, c'est terrible quand même, hein, mais bon, hein. On va pas s'énerver plus que cela, mais... Et pourtant, tu vois, avant de conclure, oui. Le film a extrêmement bien marché du côté public. Oui. Il était passé par la case Gérard Maire, je crois, le festival fantastique. Ah oui, non, c'est bien. Il avait remporté pas mal de prix dans d'autres festivals, tu sais, les prix du public. Ah oui, il était très apprécié. Et puis il a 6,7 sur Sens Critique, ce qui n'est pas rien, sur 10, hein, donc c'est quand même une... Non mais il est quand même apprécié, c'est un bon succès critique. On fait parfois des petits tours sur Sens Critique. Les notes ne vont pas plus haut que des 8, enfin des 7-8 quoi. Non mais c'est pour ça, ah oui, non mais c'est un film qui est quand même très apprécié. Après, bon, ce que je te propose peut-être c'est que nous refermions la partie spoiler et qu'on conclue pour donner nos notes, mais je pense pas, enfin, on va pas l'exploser non plus, attention, c'est juste qu'on émet beaucoup de réserves quoi, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que c'est très inégal quoi, hein, bon. Au cinéma, je te propose qu'on en arrive à une conclusion du coup, alors quel est ton avis global final et ta note? On veut savoir ta note. Eh ben, je vais peut-être, vous allez peut-être avoir l'impression que je me répète, mais je trouve que c'est un film avec une idée de base extrêmement réussie, ça je vais pas le cacher. Oui. Mais c'est un film qui ne tient pas sur sa longueur et qui au final devient très contenu. Oui. Et c'est bien dommage. C'est pour ça que je lui donnerai un petit 6 sur 10. Ah bah. Parce que c'est je dirais pas moyen, c'est un peu au-dessus du moyen, c'est-à-dire que j'ai été quand même galvanisé au début du film, j'ai trouvé ce que je m'apprêtais à voir dans le film. Ouais. Et au final, j'ai été un peu en dehors du film durant la milieu et la troisième partie. Voilà. Je comprends. Après, c'est dur pour une première réalisation de nous captiver de bout en bout, mais je te rejoins totalement. Je mets aussi un petit 6 sur 10, mais vraiment petit, hein, ça pourrait être un 5, mais partons du principe que c'est une première réalisation. C'est quand même un réalisateur prometteur, mais concrètement, on sent, d'ailleurs c'est peut-être le problème, c'est que c'est plus un format série qui semble l'habiter, tu vois, de 30-40 minutes, on dirait, non? Oui, peut-être que... Est-ce que aussi, je me demande un truc, est-ce que peut-être le film aurait mieux marché en sorte de moyen métrage ou court métrage? Ah bah concrètement je pense que oui, parce que oui je pense, et puis en plus d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais il y a beaucoup d'acteurs que l'on retrouve dans des films, mais aussi les plus jeunes souvent sont parfois même dans des séries si tu veux, donc vraiment peut-être que peut-être qu'il est destiné peut-être un peu plus pour réaliser des séries. D'ailleurs ça semble très bien le fait que peut-être la scénariste, enfin une des tu vois, était une scénariste de série, peut-être que voilà. Ça se sent un peu quoi, bon. Mais voilà, je suivrai ce réalisateur et, moi aussi, et j'ai hâte quand même de voir ce qu'il va nous proposer dans les années à venir. Oui. Parce que c'est un réalisateur prometteur et si il apprend de ses erreurs et il devient de plus en plus conséquent et oui. Faut un peu mieux se tenir, il faut un peu mieux comment dire, il faut mieux se canaliser, mais c'est normal, enfin, moi évidemment, je ne suis pas un réalisateur ou cinéaste professionnel, je suis un amateur de chez amateur, tu vois, mais quand j'ai des projets, des idées, et que j'écris moi par exemple un scénario, ça part dans tous les sens, et forcément c'est pêle-mêle, et c'est du grand n'importe quoi, mais bon. Tu vois, par exemple, beaucoup de réalisateurs, d'acteurs et tout disent ça, des gens qui travaillent dans la production du cinéma, disent que souvent, quand quelqu'un fait son premier film, il essaye de mettre tout ce qu'il a dans son premier film, parce que si toutefois il n'arrive pas à en faire un deuxième. Ouais, c'est ça, et ça se sent un peu, parce qu'il a voulu mettre tellement d'idées, et puis au final il s'est dit, mais en fait il faut peut-être que je fasse ça, que je rajoute ça, que... Ouais, c'est vrai. Voilà, ça fait un peu un Billy-Boulga à maîtriser, donc voilà. Ouais, voilà, mais bon, ça reste quand même encourageant. Eh bien, écoute, je pense que nous allons sortir la tirade habituelle, hein, c'est parti, alors attention, ciao, et à la prochaine.
au cinéma, mais tu es encore là? Eh oui, je suis encore là. Oh, bon, bah écoute, Je est-ce que... squatte ta vidéo. Oh, bon, bah on va continuer, on va la poursuivre, on va continuer la fête. Est-ce que tu veux qu'on parle de Balles perdues? Avec plaisir. Ah là là, Balles perdues, qui est un film de 2020, première réalisation de long métrage forcément, qui a été plutôt vanté par la presse, hein. Sur Allociné, on a 3,6 sur 5, oui, donc c'est une bonne note pour la presse, hein. Bon, les spectateurs un peu moins, j'ai noté 3,2 quand même, bon, c'est pas si mal après tout quand même. Oui. Et la question, c'est que donc ce film est réalisé par un certain monsieur Guillaume Pierret, qui est également en scénario. D'ailleurs, à l'instar, c'est très marrant, je trouve, en co-scénariste quand même, on a Alban, évidemment, Lenoir, qui est aussi l'acteur principal ici, qui interprète Lino, hein, voilà, donc il vit une grande aventura, Lino Ventura, oui, il fallait que je la case, hein, je suis désolé, c'est terrible, on fait ce qu'on peut, qui est un truand, je sais pas trop comment le cataloguer. On va dire que c'est un truand, voilà, qui s'y connaît très bien en voiture. C'est ça, hein. Oui. Bon, voilà, donc c'est un mécano, en gros. Oui, qui est un peu spécialisé dans, en quelque sorte, les voitures, qu'ils appellent ça bélier. Bélier, c'est ça, qui explose tout, quoi. Ah, c'est terrible. Ouais, le film commence sans trop spoiler, parce que oh, tu peux. on voit cette scène dans la bande-annonce, donc... Oui, tu peux spoiler. Il va traverser 4 épaisseurs de béton armé avec une Clio, c'est ça, et voilà, ce film est peut-être béton, mais ça, on ne le sait pas encore, hein, parce qu'attends, avant ça, quand même, il faut préciser que ce monsieur, hein, bon, Lino, en gros, n'est quand même pas très recommandable, mais qu'il connaît une sorte de rédemption qu'on lui accorde, hein, c'est-à-dire que notre ami Ramsey, alors j'ai l'impression qu'on le voit tout le temps en ce moment, cet acteur, il est très bankable, hein. Totalement. C'est pas possible. Cet été, il va être dans les blagues de Toto, dans un film qui s'appelle Tapé chaud. Ah oui, oh la vache, ça va être beau ça aussi, chaud. Oui, je pense que ça va être puissant. Mais non, mais on l'a vu dans Fort, on l'a vu dans les Malawa l'année dernière, enfin ça y va. Hein. On l'a vu, ouais, on l'a vu dans... je crois qu'il a tourné aussi dans un film qui est sorti en début d'année, il me semble aussi. Oui, sûrement. Bon, je ne sais plus, mais bon, c'est-à-dire qu'il est vraiment... c'est un acteur qui a la vogue, et ici, il se retrouve, en gros, en compagnie d'autres acteurs, actrices sur lesquels nous reviendrons sûrement, il se retrouve dans un film, alors c'est très peu banal, un film français, qui se retrouve, bon, sur Netflix, ça n'a rien d'incroyable, mais un film considéré comme étant un grand film d'action, quoi, hein, dans l'idée, un peu à la Fast and Furious, bon, je connais pas cette saga, mais si j'ai bien compris, c'était un peu l'idée, c'est l'ambition presque un peu américaine, quoi, tu vois, non? Différent quand même. Oui, d'accord, je sais pas, oui. Je te laisse en parler parce que moi je ne sais pas. Ouais, pas de soucis. Si tu veux, je peux commencer à parler un peu de mon avis. Ah oui, bien sûr, vas-y, oui, on reviendra sur cet aspect. Le long métrage. Voilà. Alors, je t'en avais déjà parlé un peu en off. Ah oui. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Balles perdues. Ah. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment un excellent long métrage. Ouais. Qui personnellement m'a rafraîchi. C'est-à-dire que dans un paysage de cinéma français dont à peu près tout le monde se plaint, on va pas se le cacher en ce moment. Oui, on sait pas trop pourquoi. Entre l'annonce des blagues de Toto récemment, tout le monde gueulait et tout, voilà, ouais, blablabla. Ouais. J'ai envie de dire à tous ces gens, tournez-vous vers Balles perdues. Parce que franchement, on voit rarement de vrais films d'action en France, c'est-à-dire qu'on avait les taxis, mais qui n'étaient pas vraiment des films d'action. D'accord, ouais. C'était des comédies d'action. Tu avais quelques films, comme notamment j'en ai parlé récemment avec Jules Melon, à savoir L'Immortel avec Reno. D'accord. Il y a des productions, par exemple, de EuropaCorp, qui malheureusement a fermé ses portes il y a très peu de temps. Ah. C'est vrai que le cinéma français laissait très peu de place à ce genre de film. C'est pour ça que je pense que le film s'est retrouvé sur Netflix aussi. Ah oui. C'est-à-dire que pour moi, il aurait vraiment eu sa place en salle. Mais il était fait pour ça se sent d'ailleurs. Hein. Et oui, je pense qu'il aurait bien marché en plus, parce que le casting est assez impressionnant quand même. Ouais. Et t'as qu'à voir rien que la bande-annonce que j'ai regardée après avoir vu le film. J'ai pas vu la bande-annonce. Très envie. D'accord. La bande-annonce donne très envie. Ah. Ça se voit que déjà pour parler un peu, vu que c'est une première réal et que la vidéo est focalisée un peu là-dessus, je trouve que pour une première réal, il s'est vraiment donné à fond. Oui. Parce que, je sais pas si tu l'as vu, mais notamment Alban Lenoir a contribué
scénario et a réalisé pratiquement toutes ses cascades. Ah oui, ça, j'ai entendu, oui. Parce qu'il était cascadeur d'ailleurs avant, je sais pas si tu le savais, mais Si, oui, je sais. Voilà, ça facilite un peu le truc. Ah bah oui, Mais c'est sûr. Rien que notamment les scènes, par exemple, on va prendre une des scènes finales, je spoil rien parce qu'elle est dans la bande-annonce. Oui, on spoilera un moment, hein, t'inquiète pas. Un truc à la voiture et qui va défoncer une voiture de police, qui va passer au-dessus de l'autre voiture et les courses-poursuites. Tout est vrai. Ouais. C'est-à-dire que ça se sent déjà. C'est du Nolan. Le film Un peu ça. Oui, c'est vrai, mais c'est plus brutal dans l'approche. Ah oui, que bah, complètement. ça t'envoie, quoi. Ça te tape dessus et... Mais ça fait pas trop Fast and Furious alors, hein, je te demande. Hein, parce non, que... pas du tout. Fast and Furious, ça fait vraiment, tu vois, fausse voiture et boum boum de partout. À part le dernier Fast and Furious qui s'appelait Hobbs & Shaw, qui est très différent des autres films. Ouais. Mais du coup, Fast and Furious, arrêtez de dire que c'est le Fast and Furious à la française. D'accord, oui, bah excuse-moi, moi je parle sans savoir. Non, mais je ne sais pas ça pour toi, je sais que tu as entendu ça, des échos. Oui, j'ai entendu ça. Mais franchement, dommage de résumer le film à ça parce que c'est très très différent de Fast and Furious. C'est très réaliste, hein. Oui, le film se veut très réaliste. Il y a quelques touches d'humour, je tiens à le préciser. Ouais, c'est vrai. Qui font pas de tâche. Personnellement, le seul truc qui m'a un peu dérangé, là on va parler un peu du casting, je sais pas toi, mais du coup, Ramzy Bedia, je trouve qu'il s'en sort pas super bien. Ça ne pas déranger au visionnage, hein. Enfin bon, pour le temps que son personnage reste, il n'y a pas non plus, voilà, il reste pas pendant 3 heures, mais... Oui, c'est-à-dire que le film joue bien quand même sur son image. Il a le 3e rôle, on lui a pas donné le premier rôle alors que c'est celui qui a le plus la vogue, et alors on va pas encore dire exactement pourquoi, mais moi je suis pas trop d'accord, je dirais pas qu'il s'en sort, enfin il s'en sort pas mal, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais disons qu'il n'est pas trop dans son élément, il est quand même assez, il est un peu trop bienveillant pour Ramzy, quoi. Enfin, c'est-à-dire que Ramzy c'est pas que c'est toujours une ordure ou un mauvais bougre, mais là quand même... moi j'attendais une petite touche de folie, tu vois, avec ce personnage qui est quand même central en plus, quoi. Enfin, que là en fait je trouve il est sage. Ils ont pris Ramzy juste pour prendre Ramzy en fait. Ça lui a donné de la visibilité au film, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, c'est le problème. Pourtant t'as des acteurs extrêmement talentueux autour. Hein. Oui. Je pense notamment à Alban Lenoir que je connaissais depuis pas mal de temps, qui est vraiment un très bon acteur, ou encore Nicolas Duvauchel. Ah oui, qui joue très bien là aussi. Il joue d'ailleurs dans Une sirène à Paris. Selma aussi. Ah oui. Selma qui jouait dans les deux films Les Profs, si je me trompe pas. Ah bon, d'accord, je vois pas trop qui c'est là, j'avoue, j'ai pas trop perdu. C'est la prof de français, il me semble, dans le... Oh, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors là, bon, il y a beaucoup de rôles à contre-emploi, je pense qu'on peut le dire. Et alors d'ailleurs, en fait, parce avant que je n'oublie, je vais quand même te donner mon petit avis global sur ce film. Oh non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors déjà, c'est un film français. Alors, c'est pas que je veux tenir un propos nationaliste, mais par rapport au genre quand même un peu action, un peu baston, pas trop bourrin, mais c'est plus un film d'enquête malgré tout, même s'il y a de belles scènes de bagarre, hein, que j'apprécie. Il y a des plans séquences qui durent pas 3 heures, hein, parce que c'est aussi ça qui est appréciable. C'est-à-dire que Tyler Rake ou des films comme 1917 cette année, je trouve, ont un petit peu forcé la dose. Ici, comme tu l'as dit, les Corées, forcément, passent un peu plus naturellement, et comme tu vois, il y a plus de cuts parce qu'on ne se prive pas de cuts, où on n'essaie pas de te faire des raccords bizarres, même si par moment il y a peut-être un effet un peu répétitif avec les combats, ça reste tu vois, le combat de manière générale reste sympathique. Après bon, en dehors des combats, je ne suis pas toujours très convaincu. C'est-à-dire que pour revenir à notre ami Ramzy, qui en début de film se la joue un peu Suicide Squad, hein, c'est-à-dire vous avez un méchant, vous essayez de le faire passer dans le camp des gentils pour qu'ils connaissent une sorte de rédemption plus ou moins. Alors je ne déteste pas Suicide Squad, hein, ce film là du DCU en question, hein, je ne le trouve pas extraordinaire mais ça va encore, et j'ai eu cette impression qu'on allait partir, tu vois, dans une sorte de quête initiatique, et finalement il n'en est rien à ce niveau là, enfin c'est à dire que le personnage
n'évolue pas vraiment, mais ce n'est pas trop le cœur du propos. C'est vraiment un film qu'il est difficile de caractériser pour un premier film. C'est ça qui est agréable. C'est pas un film complètement d'action, tu vois. Il y a pas du pampan tutu pendant 3 heures, hein, non plus. Non, ça cherche pas à faire ça, mais voilà. En fait, ce que je trouve assez admirable devant le film, c'est que t'as pas toujours des grosses scènes, tu vois, d'action, mais quand il y en a, Ouais. et c'est vraiment amené jusqu'au bout. Oui. C'est ça qui est plaisant. C'est-à-dire que, par exemple, les 15 dernières minutes du film, ça envoie de partout. Ah oui. Et Voilà, ce qui distingue aussi beaucoup, je trouve, ce film, je sais pas si on va être d'accord là-dessus, de certaines, tu vois, certaines séries policières qui soient satisfaisantes ou non, mais là, tu sens quand même qu'on est dans une sorte un peu de super production à la française, où les moyens sont quand même mis à contribution, quoi. C'est-à-dire que vous avez des courses-poursuites qui ne ressemblent pas à certaines séries. Bon, j'ai quelques exemples en tête, tu vois, de séries qui passent à la télévision, sur TF1, sur les France Télévisions. C'est pas pour faire offense à ces films, mais là tu sens que derrière il y a quand même un soutien matériel et il y a du budget, voilà, c'est ça, il y a du budget. Et c'est ce que je trouve dommage, c'est que le film a tourné la porte aussi aux productions françaises et du coup est allé du côté de Netflix. Oui, bon ça. J'aurais vraiment vu le film sur grand écran, franchement. Disons ouais, je comprends ta frustration et je vais t'expliquer aussi pourquoi. Parce que, bon, tu l'as compris, je ne suis pas autant emballé que toi par ce film, hein, malgré tout. Hein, je lui trouve beaucoup de limites, qu'elles soient scénaristiques ou autres, hein, même si c'est une première réal et il faut en tenir compte. Mais quand même, la frustration, oui, de voir le film, bon, sur Netflix, d'accord, mais surtout chez soi. Alors, évidemment, le plaisir d'être en salle fait que, mais surtout, il y a une atmosphère tu sais, qu'on essaie vraiment de te dégager constamment et qui n'emporte pas spécialement, ce qui fait que moi j'ai quand même fortement l'impression de voir un film très mineur mais un peu sur toute la ligne, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est très beau, visuellement c'est bien fait, bon, l'acting, j'ai un petit peu grincé les dents quand même par moment, le film ne met pas toujours la balle au fond, hein, sans mauvais jeu de mots, hein, parce que c'est pas une cause perdue, voilà, hein, on va essayer de casser des blagues, mais voilà, mais plus sérieusement, c'est une première réal, et peut-être qu'on n'a pas fait assez confiance en ce métrage pour être au cinéma. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est ce qu'on sent, quoi. C'est-à-dire, je suis sur Netflix malgré moi parce que je suis un ovni, peut-être imparfait ou non, selon les avis. Ça dépend, mais je ne suis pas vraiment à ma place. Et c'est pas pour dénigrer Netflix, c'est pas le problème d'exploser la plateforme, c'est pas ça, mais tu sens que le film n'y est pas dédié. Et alors ça, pour une bonne raison, je vais te l'exposer, tu vas peut-être rire, mais j'ai un gros problème avec les films, vraiment les films Netflix à fond, là, qui sont produits par Netflix, tout ça, et tu sens que c'est vraiment dans le moule Netflix, c'est que l'éclairage, en général, quand c'est la nuit ou quand c'est très obscur, on n'y voit que dalle. Et ce film fait vraiment figure d'exception, donc tu vois, pour cette petite artisanat à chaque fois qui part un peu en cacahuète, là j'ai envie de dire que je vois déjà une différence, et heureusement, parce que sinon ça aurait été un problème, même si on est plutôt en extérieur et de jour. Hein, tu vois, je vais pas te le cacher, moi aussi, j'ai souvent du mal avec les films Netflix. Ah oui, voilà. À part certaines exceptions, comme tu vois, Marriage Story, The Irishman. Ouais. Mais sinon, tu vois, par exemple, je place un peu des trucs de ma vie personnelle, enfin bon, c'est pas grand chose non plus, mais c'est la fin de l'année, du coup, dans mon établissement, on regarde un peu des films et on s'est retrouvé devant un film Netflix en anglais qui s'appelle Tall Girl et qui est vraiment pas très très Ouh là là, mon Dieu. Oui, quelle horreur. Qui est pas du tout très très bien. Oui. Ça sent vraiment le truc pour adolescents fait à la va-vite, quoi. Ah oui, non, mais c'était une horreur. C'est pas du tout c'est pas du tout bien. Enfin, je m'exprime, mais on l'a même pas vu en entier, mais. Ouais, bah non, mais. Pour l'instant, t'arrives même à la scène du piano où il chante. Enfin bon, bref, c'est pas très. Bah, disons que c'est pas... Attention, après, voilà, comme tu le dis, tous les films produits par Netflix ne sont pas des ratés monumentaux, mais tu as touché vraiment à un point important, c'est que parfois, les destinataires, c'est souvent, là, ici, c'était un peu... Bon, pour avoir vu Tall Girl l'année dernière, c'est un peu un teen movie, alors il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois, mais ça a du mal à fédérer. En général, les teen movies sur Netflix, ça l'emporte pas. Ici, c'est quand même un film, alors attention, si on a 3 ans, on ne nous met pas devant
pour un tel film, balle perdue, sinon ça va être une catastrophe, on peut faire des cauchemars, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, à part les enfants en bas âge, c'est assez tout public, c'est-à-dire que tout le monde en a un peu pour son grade, enfin tout le monde peut se servir, je dirais peut-être. C'est un vrai film d'action, je dirais pas populaire. Parce que... non, parce que sinon il faudrait un peu plus d'humour et un peu moins de combats sanglants peut-être pour cela quand même. Ouais, tu vois, par exemple, où il se fracasse la gueule, enfin bon, voilà, il y a des scènes comme ça dans le film. Oui. Beaucoup de sous-entendus, mais malgré tout, c'est parfois très frontal. Mais quoi, franchement, tu vois, c'est un peu un film d'action à la... je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu vois, à la Marvel, où t'as un peu des scènes un peu... Ah oui. Un peu, voilà, mais du coup, ça passe quand même, tu vois, c'est assez populaire comme truc. Bah, je sais pas si tu as vu, est-ce que tu as vu Tyler Rake par hasard, par exemple? Oui, j'ai vu Tyler Rake, oui. Alors, je sais pas, est-ce que tu avais aimé ce film déjà trop ou pas vraiment? Pas vraiment, enfin, pas plus que ça, je suis pas dans le côté j'ai détesté le truc. Oui, non, je comprends. Mais je trouve que ça devenait un peu trop bourrin. C'est ça. C'est vraiment bourrin, quoi. Voilà. C'est un film de bourrin, quoi. Alors, je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'ici, on ne recherche à aucun moment, et c'est ça qui est appréciable, on ne cherche jamais, on va dire, un environnement bourrin. C'est ça qui est beau. Oui, et d'ailleurs, j'ai envie de te dire quelque chose. N'allez pas voir Balle perdue en pensant de mettre votre cerveau sur pause et vous retrouver devant un popcorn movie. Non. Parce que c'est pas du tout le but du film. Hein. C'est ça. T'as une vraie enquête, t'as une vraie histoire. N'y allez pas en posant le cerveau et en juste voulant découvrir un film bourrin avec des explosions de partout, des grosses voitures, même. Oui, c'est un film qui serait trop bavard, je veux dire, pour vraiment mettre son cerveau en pause, parce que, alors attention, ça n'est pas une réflexion non plus métaphysique sur l'existentiel, hein, mais c'est sûr, je te rejoins totalement, je me suis mis à un moment d'ailleurs à la place de certaines personnes qui ne le cachent pas, et c'est tout à leur honneur, ce n'est pas du tout un problème, qui disent qu'un film d'action, enfin un film voilà, de course-poursuite, parce que parfois c'est un peu course-poursuite, un petit peu road movie presque, mais ici, si on arrive vraiment avec, c'est vrai, cette on va dire ce présupposé, hein, on va dire ça comme ça, on peut forcément être déçu. C'est un film qui, alors, on va dire, se destine pas forcément à tout le monde, ça on en a déjà parlé, mais qui peut un petit peu osciller dans tous les genres. Peut-être que celui qui n'est pas trop exploité ou pas très bien exploité, parce que je trouve quand même qu'il y a quelques touches d'humour, hein, c'est peut-être le drama, je dirais, tu vois, tout le côté drama par moment a du mal quand même à passer avec moi, sans... tu vois, là je te rejoins pas trop parce que finalement moi ça a plutôt marché sur moi. Ah bah d'accord, bon. Mais en fait, tu vois, je reconnais les défauts du film, mais je passe outre parce qu'il y a plein d'éléments qui font que j'ai beaucoup apprécié ce film. Je comprends. Déjà que c'est un film, que ça soit un film français, il y a plein de choses que j'aime, et d'ailleurs, je t'en avais parlé un peu, mais je sais pas si beaucoup de gens ont remarqué, mais toute une partie du film se déroule au Gros du Roi, et ayant une attache assez particulière avec cette magnifique ville, ça m'a fait plaisir de retrouver un peu tous ces éléments-là au cœur de ce film d'action. D'accord, et puis alors moi, précision d'ailleurs, pour y être allé une fois, Gros du Roi, mais très rapidement, c'est vrai que j'ai senti une sorte d'atmosphère, c'est que le film est un petit peu un jeu d'échelle à lui tout seul, c'est-à-dire que voilà, c'est un film, sûrement, et c'était ce qu'on lui reprochait, mais je vois pas en quoi c'est un reproche, c'est-à-dire, si c'était un film américain, ce film serait passé inaperçu. Oui, mais on s'en fiche, vu que c'est un film ici français, sur un genre qui est quand même assez sous-représenté, enfin voilà. Hein, j'en entendais dire, oui, ça aurait été un film américain avec un gros acteur, ça aurait fait flop, tout le monde aurait détesté. Arrêtez de prendre ça sous le prisme d'un film américain, c'est un film français. Essayez pas de trouver des défauts au film juste en disant que si ça avait été un film américain, ça aurait pas été très bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pas déprécier le cinéma français là, en se disant en plus c'est un premier film, c'est une catastrophe, c'est pas ça. Hein. Mais oui, totalement. Et d'ailleurs, je trouve que ce réalisateur, s'il continue dans la bonne voie parce qu'il peut vraiment nous offrir de très bons films. Oui. Je pense. Enfin, c'est un très bon film pour moi, Balle perdue. D'accord. Je sais pas si toi tu arriveras à donner une petite note. Personnellement, je t'en avais déjà parlé. Je reste sur celle-ci. Ah oui, pour moi, c'est un très bon 9 sur 10 pour moi. Je vois. Parce que j'ai beaucoup apprécié le film.
Je comprends. Et voilà, je ne le cache pas, j'aime beaucoup Balle perdue. Ouais, alors... Pardon, ouais. Balle perdue. Balle perdue, oui. Bah alors moi, je peux pas dire que j'apprécie... Enfin, j'aime ce film, je le trouve assez bon, je le trouve surtout en demi-teinte, mais si tu veux, le problème que j'ai avec ce film, parce que finalement je me rends compte qu'on n'a pas spécialement besoin de spoiler, là, dit comme ça, mais... oui, bah, parce qu'il n'y a pas après, grand... Enfin, bon. Je trouve la bande-annonce en révèle quand même déjà beaucoup, pas mal, mais franchement, à part un gros élément du film, je crois que tu me comprends, avec le personnage de Ramsey. Oui, voilà, qui est utilisé d'une certaine manière. Il n'y a pas vraiment la peine de spoiler, tu vois. Oui. Et pour le coup, d'ailleurs, le film n'est pas si prévisible que ça. Ah non, c'est vrai que c'est un point qu'on peut lui vanter comme mérite, même si, moi je ne te cache pas, dans le scénario vraiment, tu vois, si tu prends vraiment le scénario, parce que bon, le réalisateur étant aussi au scénar, on peut un peu y réfléchir, parce qu'il y a deux scénaristes, qui est deux scénaristes ici, ça se sent pas vraiment, c'est-à-dire c'est pas un scénario qui est hyper, toujours très 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 fourni, mais ce n'est pas grave. Et juste, moi, si tu veux vraiment, le point noir du film, qui malheureusement ne me permet pas de dire que c'est un très bon film, pour moi c'est un bon film si tu veux, voilà, un film passable, c'est qu'il y a donc une adversité, bon, on va pas trop en révéler, mais c'est quand même assez là-dessus, un petit peu basique, c'est que bon, forcément, il y a une sorte de brigade, un commissariat, on sait pas très bien, enfin les forces de l'ordre qui sont un petit peu, comment on va dire ternies, voilà, par des ambitions personnelles de certains qui sont un petit peu méchants, et honnêtement, le grand méchant du film, pour moi, il souffre déjà d'un acting qui est assez calamiteux, alors que l'acteur joue bien, c'est l'acteur qu'on retrouve dans Une sirène à Paris, que j'ai trouvé assez stupéfiant en plus là-dedans. Oui, donc, Nicolas Durochel, voilà. Un très bon acteur. Hein. Voilà, alors en théorie, mais ici pour moi, bon, tu vois, direction d'acteur, par moment, j'ai envie de dire, pour un premier film, j'étais un petit peu à me dire, parfois c'est un peu olé olé quand même, parce que c'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même un peu cliché, quoi, c'est vraiment, ah oui, je suis méchant, et je vais le rappeler à mes complices, parce que bon, le film, malheureusement, a un peu peur, je dirais, de perdre le spectateur, est obligé de rappeler et de rabâcher certaines informations 3-4 fois, ce qui n'était pas nécessaire. Donc tu vois, tu enlèves 3-4 minutes d'explication et de réexplication à nouveau, ça passait bien. Et bon, après, les enjeux, bizarrement, tu vois, ça m'avait posé problème, mais là, en parlant, pas tant que ça. C'est-à-dire que je trouvais que les enjeux étaient super faiblards, mais en y réfléchissant, c'est la démarche du film qui se joue à une échelle tellement locale, et ça a une répercussion avec, voilà, le film français, qui s'inscrit quand même malgré tout dans une logique un peu blockbuster américain, sans être un film américain, où encore une fois, ça y est, on fait plein de comparaisons, et on peut pas vraiment non plus à chaque fois créer des clivages en disant tel film est forcément de telle nationalité, parce qu'en voyant ce film, ça ne peut être qu'américain, ça ne peut être que français. Là n'est pas du tout la question, d'ailleurs, et c'est un film, oui, qui, pour moi, si tu veux, pour un premier film, ça remporte son contrat. Je mets un 6 sur 10, tu vois, ça n'aurait pas été un premier film, j'aurais mis qu'un 5, parce que quand même, j'ai du mal à m'attacher à certains personnages, mais c'est aussi dû à certains personnages qui sont un petit peu malmenés volontairement dans le récit, tu vois, ce qui fait que par moment, bon, j'ai eu un petit problème d'accroche et d'attache, mais je pense qu'on a été surpris par ce film, je dirais. C'est peut-être sa force, c'est qu'on a été quand même surpris, malgré tout. Oui, c'est vrai, totalement, mais bon. Je te rejoins, je comprends ce que tu peux lui reprocher, oui. Mais du coup, voilà, tu vois, pour moi, ça reste un très bon film, et je le reverrai à l'occasion, parce que... Bah oui, oui, je comprends. Après, moi, je te cache pas que je ne pense quand même pas le revoir, si c'est le cas, pas avant un petit moment, parce que, tu vois, c'est le genre de film que j'ai trop en tête pour vraiment me dire, allez, je vais l'apprécier vraiment absolument au deuxième visionnage. Là, non, il faut que je l'oublie un peu, parce que malheureusement, c'est aussi un point important. Nous l'avons vu il y a déjà un petit moment, on en parle là. Il est resté bien en tête. Ouais, tu l'as bien retenu, je vois, hein, parce que là, on en parle. Tu vois, j'ai jamais vraiment de mal à ne pas vraiment retenir un film. Oui, non, mais tu sais, des fois, on fait un peu un blackout. Je te cache pas que avant de faire cette vidéo, j'ai revu quand même quelques petits passages du film, histoire de me remettre un peu dans le bain. Oui. Dans le grand bain, mais il n'y a pas Gilles Lelouch dedans. Oui. Oh, mais je comprends. D'ailleurs, Gilles Lelouch n'apparaît pas dans le grand bain. Non, je ne crois pas. Non, d'ailleurs, non, il est juste, il est quand même à la Real, hein, c'est déjà pas mal. Oui, c'est un très bon Real, du coup, en passant. Mais c'est pas, c'est vrai, c'est un sacré Real. D'ailleurs, là, ça a très bien sa
sa place dans la vidéo, puisqu'il me semble que c'est une première réal de... Ah oui, de Gilles Lelouch. oui, je crois, oui. Bah d'ailleurs, lui aussi, c'est un sacré gaillard. Hein. C'est vrai que Le Grand Bain est un très bon film. Alors, j'avais juste noté, tu vois, une petite expression là dans un coin. C'est l'expression go fast, c'est-à-dire aller vite, et c'est le principe du film, avec tout cet enjeu sur les bagnoles. Alors que moi, je précise, hein, les bagnoles, non seulement je n'y connais rien, mais j'avoue que tu vois tout le principe des voitures, tu sais, qui peut créer parfois un engouement cinématographique. Je t'avoue que c'est pas trop mon délire à la base, et pourtant, ouais, voilà, bon, bah finalement, c'est quand même un beau tour de force là-dessus. Pourtant, le film ne m'a pas laissé sur le carreau. Oui. Et je suis allé sur les chapeaux de roue pour le découvrir. Petit jeu de mots. Et ça roule ou pas? Ici, ça roule totalement. Bon, moi, c'est un peu crevé en chemin, mais après, c'est reparti. Ouais, je comprends, mais après, tu vois, en film, j'ai rien contre les voitures, hein, ce n'est pas ça, hein, mais disons que j'ai pensé un moment, un peu avec le principe là, du go fast, c'est-à-dire aller vite, j'avais pensé un moment, tu vois, au décalage qui était créé dans le film de Clint Eastwood, pas le cas Richard Jewell, mais la mule, où le principe était là, c'est-à-dire Clint Eastwood, tu vois, qui est obligé de faire vite en théorie pour mettre à bien son trafic de drogue, un peu malgré lui, tu vois, enfin pas le sien du coup, mais un trafic de drogue. Et ici, tu vois, peut-être que Balle perdue, paradoxalement, c'est un film sérieux et ça fait du bien d'avoir des films sérieux, mais comme il y a des petites tentatives, tu sais, de touche d'humour par moment, peut-être qu'on aurait dû aller un peu plus dans ce genre, quitte à étirer un peu le récit, peut-être, tu vois. C'est peut-être ce que je reproche un peu, c'est que c'est un petit peu terre à terre par moment, hein, un peu trop, je dirais. C'est un peu la limite que j'ai quand même avec ce film, pour ma part, tu vois. Ouais, je comprends. Après, ça se réalise, donc bon, on peut pas non plus faire des blagues à tout va, hein. C'est-à-dire que il y a pas vraiment toujours, je dirais, d'esthétisation, mais ça se veut réaliste, donc ça se comprend, quoi. Disons que les failles du film, parce que bon, tu as compris, pour moi, il y en a quand même pas mal, même si je me concentre tout comme toi sur le positif, eh bien, ce n'est pas grave. Un film est rarement parfait, hein. On n'en a pas 50, je pense, des films parfaits, hein, tu vois, donc celui-ci est un très bon film, donc je suppose que c'est l'un de tes films de l'année, avec une telle note, pour ta part. Eh bien, pour l'instant, je dirais qu'il est à peu près dans le top 3. Ah, côté de Pinocchio. De l'année, peut-être top 4, il me semble. Il me semble que j'avais donné un autre 9 sur 10, on en reparlera peut-être. Ah oui, mais c'est vrai que... Et deux 10 sur 10, dont un, vous savez... Ah, et Pinocchio. Pinocchio. Et le second que vous découvrirez très prochainement. Scooby-Doo. Enfin, Scooby. Ah non, ça vous pouvez vous allez vous brosser. Oh bah non, insulte pas l'auditoire, sinon on va avoir des dislikes. Non, je plaisante. Ah non, je n'insulte pas l'auditoire. Non, je rigole, t'inquiète pas. L'auditoire. Et alors, au cinéma, j'ai une grande question, une colle pour terminer. Je te propose cette partie et cette vidéo, même de manière générale. C'est te demander dans quel genre, ou qu'est-ce que tu attendrais plutôt de ce réalisateur là de Balle perdue dans un deuxième film. Tiens, hé hé. Ah, compliqué. Alors, comment dire? Alors, j'attendrais déjà qu'il fasse peut-être un film. J'ai pas envie de dire abouti, mais plus conséquent, c'est-à-dire que tu vois, c'est un film d'1h30, c'est déjà bien pour un premier film. Ouais. Mais tu vois, peut-être un film un peu plus de 2 heures. Ouais. Et peut-être rester un peu dans ce registre-là d'action. Ouais. Tout en essayant d'aller un peu plus loin que ce qu'il a pu faire, parce que c'est souvent ça, les réalisateurs essayent de toujours s'améliorer au fur et à mesure de leur film. Oui. Et peut-être nous proposer un prochain nouveau film d'action français qui retiendra vraiment les esprits, et qui, je l'espère, sortira peut-être un jour en salle. Oh bah je pense quand même, hein. je pense hein, d'ailleurs, et c'est marrant que tu en parles parce que tu vois là t'écouter, ça me fait vraiment penser que ce réalisateur, et ce n'est pas une offense, mais il me fait beaucoup penser un peu à Guy Ritchie qui s'empêtre à chaque fois dans des complications un petit peu farfelues, je te cache pas, mais bon, je suis pas un grand fan de Guy Ritchie, donc c'est pas spécialement un compliment pour ma part, tu vois, de l'apparenter toujours à ce réalisateur que je ne déteste pas non plus, mais qui me résiste si tu veux. C'est juste que dans l'approche et dans le genre, je conçois, tu vois, un petit lien de parenté qui pourrait être, qui pourrait être marrant un peu. Là, je pourrais pas vraiment m'exprimer parce que Guy Ritchie, je connais vraiment. J'ai vu très peu de ses films. Ah, dans Snatch. C'est vrai que dans l'approche, tu
tu as des idées. D'ailleurs, j'ai pas vu The Gentleman, je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Bah, c'est oui, un film un peu oubliable, mais bon, pour moi, c'est syndrome Guy Ritchie, quoi. C'est-à-dire un film un peu, tu vois, de gangster, un peu comme ici, tu vois, un film où des fois, c'est pas qu'on ne comprend plus rien, mais tu vois, il y a plein de personnages et tu ne prends jamais trop le temps de te préoccuper seulement d'un, tu vois. Et du coup, d'ailleurs, je crois que The Gentleman, j'avais entendu parler de ça. C'est le film qu'il rêvait de faire depuis un petit paquet de temps. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois qu'il avait accepté Aladdin pour avoir assez d'argent pour pouvoir, l'argent. en quelque sorte, créer son nouveau film. Mais bon, voilà, il faudra que je le voie. Bah oui, mais je pense que ça... Après attention, hein, je ne prétends pas non plus que Balle perdue, là, un film français sorti en 2020, est l'équivalent et en tout point similaire, si tu veux, à The Gentleman, mais à bien y réfléchir, on peut vraiment avoir des petites similitudes, mais qui comportent vraiment des qualités et aussi pour moi pas mal de faiblesses. Mais si t'as bien aimé Balle perdue, dans un genre un peu plus gangster quand même que ici, c'est quand même plus, tu vois, policier, c'est un peu plus local, mais peut-être que là, disons que notre cher Guillaume Pierret, c'est un peu le Guy Ritchie local, quoi, tu vois, c'est-à-dire que il manque encore, enfin, il faut qu'il s'émancipe un peu pour toucher un peu plus, tu vois, parce que Guy Ritchie, qu'on le veuille ou non, parce que moi je suis pas un grand fan, voilà, vous l'avez encore compris, de ce réalisateur, mais il a quand même une présence, quoi, tu vois, il a une esthétisation pour le coup qui manque un petit peu, je pense, à ce réal en question, mais bon, après, voilà, hein, c'est-à-dire que si déjà on compare à Guy Ritchie, c'est quand même pas mal, quoi, pour une certaine renommée internationale, c'est bien. C'est un réalisateur à saluer, quoi. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais bon, moi j'ai un peu de mal avec lui, mais on y reviendra plus tard, peut-être, sur ce monsieur Guy Ritchie. Tiens, qui sait, entre les Sherlock, les Snatch et on en passe. Eh bien, je pense quand même, avant de tout simplement d'avoir une extinction de voix, aïe 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 aïe, que nous disions peut-être le mot de la fin, cher au cinéma, qu'en penses-tu? Eh bien, pas de soucis. Alors attention, nous sommes prêts. Attention, ciao. Ciao. Et à la prochaine. Attention.